Bonjour Yael, c'est Mama pour une nouvelle émission de 4 à 20. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Ariane Bois. Bonjour Ariane. Bonjour Yael. Alors là aussi je crois que je vais avoir un peu de mal à vous voyez ou à te vous voyez autour de ces micros. Passons au tutoiement. On va passer au tutoiement. Ça fait un certain nombre d'années qu'on a le plaisir de se retrouver autour de ces micros. Allez, au hasard, ça fait combien de temps Ariane? Moi je dirais 8 ans. 9 8 ans ouais. Mais non, moi je dirais 15 ans. J'ai commencé à écrire il y a 10 ans. Bon, alors c'est pas possible. Alors en tout cas au tout début certainement. Pour le premier. Pour le premier livre. Et le jour pour eux sera comme la nuit. Absolument. Alors Ariane, on va parler aujourd'hui avec toi de ce roman au titre relativement énigmatique, en tout cas qui interroge à la première lecture l'amour au temps des éléphants. Oui, c'est une histoire d'amour ou une histoire d'éléphant. C'est une histoire d'amour aux éditions Belfond. Il s'agit bien d'amour et d'éléphant au sens du pachyderme. Avant de se plonger dans cette épopée très romanesque et historique aussi, comme tu as l'habitude de le faire, Ariane, quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore sur toi. Alors, je suis journaliste de formation. J'ai travaillé pendant 25 ans dans la presse féminine et puis l'écriture au quotidien ne m'a plus suffi. Et donc, j'ai commencé par un premier roman autobiographique, comme ils le sont souvent. Et puis ce roman a été bien accueilli et a eu quelques prix littéraires. Et je me suis dit que j'avais peut-être une certaine légitimité à écrire. Et 6 frères et sœurs sont nés en une décennie. Voilà, l'amour au temps des éléphants et quand le dernier né. Une grande famille. Alors, comme tu le disais, des romans, des livres qui avaient parfois quelque chose de personnel, d'autobiographique. Beaucoup de livres autour de l'histoire de ta famille aussi, ou de l'histoire juive au sens de la grande histoire. Exactement, une trilogie sur les enfants de la Shoah, en partant de faits que l'on connaît peu pendant la seconde, qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'histoire de ma famille qui était donc d'un côté des judéo-espagnols qui ont échappé aux nazis et de l'autre des protestants juste parmi les nations. Voilà, alors je lis un peu cette biographie et ça me permet de me rappeler à chaque fois ces excellents moments qu'on a vu passer ensemble. Je pense au monde d'Anna. Oui, le monde d'Anna qui est vraiment un de mes chouchous. Parce qu'il est à la croisée de ces chemins de ton travail, Ariane Bois. Exactement, le monde d'Anna, c'est l'histoire d'une amitié dans un immeuble de petite fille juive turque qui va être envoyée à Istanbul grâce à ses trains de la liberté. C'est l'histoire de ma mère et de ma grand-mère et c'est un livre qui a dû toucher parce que on y parlait d'amitié, mais on y parlait aussi d'engagement, de résilience et de juste. Alors beaucoup de travail aussi sur, comme tu l'as dit, sur les enfants de la Shoah, sur les enfants cachés pendant la guerre, sur le sort de ces enfants parfois oubliés. Oui, le gardien de nos frères qui raconte les dépisteurs, ces éclaireurs israélites de France et ces gens de l'Osée qui sont venus pendant la guerre chercher et après des enfants dont les parents ne reviendraient pas dans les couvents, dans les orphelinats. C'est une épopée que l'on connaît très peu puisque ça commence au lendemain de la guerre et ça va durer jusque dans les années 50. Ces enfants orphelins, quoi en faire, comment les éduquer et surtout comment leur redonner l'espoir de vivre. Et je pense enfin à un livre plus récent, Dakota Sang. Alors là, c'était peut-être quelque chose d'assez surprenant et nouveau. Oui, c'était une respiration. C'était peut-être une respiration dans cette œuvre. Voilà, puisqu'on était complètement ailleurs, dans un autre univers. Alors, il sort demain en poche, donc c'est effectivement une actualité du mois de janvier. Oui, Dakota Sang, c'était peut-être un pas de côté. J'ai habité aux États-Unis, à New York, et j'étais fascinée par cet immeuble sur Central Park où est mort John Lennon, mais où Leonard Bernstein, le père de West Side Story, vivait, où Polanski a essayé de tourner le film Rosemary's Baby. Mm-hmm. Donc voilà, toute une histoire. Et puis là aussi, des personnages forts, des personnages vrais et des personnages inventés qui vont se réunir et danser un ballet. J'ai eu beaucoup de joie à raconter le Dakota. Alors, je ne sais pas si c'était un pas de côté, parce que finalement, dans ce parcours littéraire, est-ce que ce sont des pas de côté ou ce sont simplement des nouveaux pas? Alors, est-ce que L'amour au temps des éléphants est un nouveau pas ou un pas de côté? En tout cas, c'est un pas d'éléphant, certainement. En tout cas, c'est un roman que j'espère dépaysant, puisque ça commence aux États-Unis en 1916, dans le
dans le Tennessee. Alors effectivement, c'est des paysans. Alors c'est déconcertant parce que par le titre et puis finalement et l'histoire nous emmène vraiment aux quatre coins du monde dans une période peut-être sur laquelle tu as été moins explorée par tes précédentes œuvres, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Oui, j'avais vraiment envie de parler de l'intervention américaine pendant la Première Guerre mondiale, qui est beaucoup moins connue que la Seconde, mais qui est intéressante à plus d'un titre, en m'attachant aux soldats noirs. Les soldats noirs, la première troupe de afro-américaine qui est arrivée en France, elle a dû se battre comme des lions contre les Allemands, à tel point que les Allemands les appelaient les combattants de l'enfer, les Hellfighters, mais aussi elle a dû se battre contre l'armée américaine qui voyait d'un très mauvais œil cette vaillance noire et en tout cas a refusé toujours le moindre... Avec cette phrase-là que tu rappelles, oui. que les Noirs font... Le noir n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel. Voilà, la ségrégation dans l'armée américaine était absolument épouvantable et ces Noirs américains ont apporté quelque chose de formidable à la France en 1918. Ils ont emmené dans leur valise le jazz. Voilà. Alors, ce personnage est incarné dans ton livre par Kid. Et ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que ce livre, c'est comme une traversée du monde par trois personnages que rien au départ ne prédestinait à se rencontrer et qui vont tout à la fois se côtoyer aux États-Unis, puis en France pour finir leur trajectoire sur la trace des éléphants au Kenya. Oui, tout commence par cette histoire épouvantable et véridique d'un éléphant pendu en 1916 dans cette petite ville du Tennessee, Erwin. Ils ne se connaissent pas, ils sont américains, ils sont jeunes et finalement cette vision qu'ils ont de cet éléphant qu'on a pendu les horrifie et va faire changer leur vie, va faire changer la trajectoire. Donc ils s'impliquent dans la guerre, ils vont se retrouver... Alors on va dire quand même deux mots sur ce fait divers finalement. Oui, terrible. Voilà, donc une éléphante en l'occurrence pendue parce que par accident elle avait tué quelqu'un. Oui, voilà. C'est pas la première fois qu'aux États-Unis qu'on tue un éléphant. Oui. On en avait électrocuté une. Bon, on se rappelle évidemment des procès des animaux au Moyen Âge en Europe et en France, mais là on est en 1916 et c'est un lynchage comme le lynchage des Noirs dans le Sud. Eh ben on a lynché ce pauvre animal et c'est à partir de là que les droits des animaux, la vocation écologiste de mes héros, va finalement se développer. Ils vont pas supporter ce spectacle et ils vont décider de faire quelque chose. Alors, le choix de l'éléphant n'est pas un choix dû au hasard. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a chez cet animal quelque chose, Ariane Bois, qui te fascine. Oui, je crois que c'est une fascination qui est très, très courante, mais qui est aussi très importante pour nous, les littéraires, puisque Romain Gary en faisait son animal de prédilection. Il ne pouvait donc imaginer à quel point la défense d'une marge humaine assez grande et généreuse pour contenir même les géants pachydermes pouvait être la seule cause digne d'une civilisation. Tu rapportes cette phrase de Romain Gary dans Les Racines du ciel. Exactement, prix Goncourt 1956, et donc qui prend la défense des éléphants sans jeu de mots. Et l'éléphant, oui, c'est un animal mythologique, c'est le plus gros animal terrestre, c'est un animal qui a de la mémoire, qui a le sens de la famille. Voilà, qui en prête des qualités presque humaines. Des qualités juives, je dirais, moi. Romain Gary disait que l'éléphant est le seul animal juif. Donc je lui laisse la paternité de ça. Mais que tu adoptes. Voilà, exactement. Un attachement à la mère absolument considérable et un sens de la famille incroyable, un sens de la mémoire et de la transmission. Pour moi, les éléphants que j'ai eu la chance de pouvoir observer de nombreuses fois en Afrique au cours de voyages, c'est vraiment l'animal majestueux, un animal qui est en très grosse difficulté actuellement. Et donc, je voulais raconter une histoire romanesque, mais qui prenne la défense de ces animaux dont on a bien besoin. Il y a une phrase dans le livre qui dit « Il n'y a pas d'homme libre sans animaux libres ». Je pense que les éléphants sont une allégorie des droits de l'homme. Alors, c'est une quête vers la liberté, effectivement, aussi, de ces trois personnages. Donc, il y a Kid, ce noir américain qui assiste à ce triste spectacle, mais qui lui-même fait l'objet de ces persécutions et qui décide de quitter cette Amérique sudiste, raciste, etc. Il y a
assistant à ce spectacle également, ce triste spectacle, Arabella, une jeune américaine issue d'une famille très coincée, très conservatrice, qui peine à trouver sa place dans cette famille, et ce jeune reporter, Jeremy Parkman, qui lui aussi étouffe dans une famille bourgeoise dans laquelle on voudrait qu'il reprenne l'entreprise familiale, et ces trois personnages vont par des chemins différents, se retrouver. Oui, c'est vraiment une quête de la liberté, une quête de l'émancipation des femmes à travers Arabella, l'émancipation des Noirs avec Kid, et puis l'émancipation contre une famille un peu envahissante et en tout cas conservatrice, parce que ce XXe siècle qui débute, 1916, tout est en germe. L'émancipation, la quête de liberté, les mouvements totalitaires, les débuts des droits des animaux, tout cela, l'éclosion de la musique, tout ça, ça ne demande qu'à exploser plus tard dans le siècle. Et donc, mes personnages, comme ça, la guerre va servir de catalyseur, va servir de révélateur, mais en tout cas, ils sont tous dans une quête d'aventure. Donc, chacun va s'engager dans cette guerre. Arabella en tant qu'infirmière, alors Kid va lui prendre des chemins un peu de traverse. Il va être soldat. Voilà, il va être soldat aussi. Et Jeremy Parkman, par son rôle de reporter, enfin de journaliste, qui va mêler de très près au front. Il va poursuivre son travail auprès des Marines, les Marines américains qui se sont vraiment illustrés pendant la Première Guerre mondiale. C'est la première fois. Et c'est la question sous-jacente de celui de l'engagement des États-Unis dans la guerre, puisque Jeremy Parkman, lui, est ce porte-parole en quelque sorte dans le livre de la volonté de ces Américains de rentrer dans la guerre. Oui, c'est l'Amérique de la jeunesse, c'est l'Amérique du courage. Ils avaient absolument rien à gagner. Évidemment, ils sont rentrés dans la guerre très tard, mais en même temps, ils ont combattu avec force. Et je crois que les liens qui étaient déjà très puissants, puisque Lafayette nous voilà, se sont renouvelés. Et voilà, encore une fois, en germe, la Seconde Guerre mondiale et ces drames étaient déjà là. Donc, ça me plaisait de faire un retour sur image à travers des héros romanesques de cette période qui est quand même les années folles, une période incroyable pour les États-Unis et l'Europe. Alors, ce talent littéraire qui est le tien fait de ces trois jeunes gens d'une Amérique relativement profonde, un peu éloignée de tout cela, les héros, quelque sorte, de cette grande histoire. Ils arrivent non seulement sur le champ de bataille, et puis ensuite dans le Paris de l'après-guerre, dans un Paris complètement éblouissant, qui renaît de ses cendres. Oui, un Paris qui veut oublier la guerre, qui veut oublier les gueules cassées qui sont très importantes, évidemment, en 1918, mais qui a envie de s'amuser. Et c'est l'heure des Américains qui a sonné, qui à Pigalle et à Montparnasse vont vraiment s'amuser dans les cafés, dans les revues. C'est le moment du bal nègre, et donc Kid ira danser et jouer de la musique puisqu'il est musicien. Donc c'est vraiment une période d'explosion littéraire. On pense à la Shakespeare Library, à James Joyce, à Gertrude Stein évidemment. C'est donc une période de grands bouleversements où Paris oublie, où Paris devient le centre du monde. Je crois que c'est Henry Miller qui disait Montparnasse est vraiment à ce moment-là le nombril du monde. Et c'est vraiment une expression qui m'a plu. Parkman va même croiser Ernest Hemingway, ça c'est pour le fun. Le Kiki de Montparnasse, il va croiser aussi Sylvia Beach et sa librairie, et aller dans les salons de Gertrude Stein. Oui, j'aime bien mêler comme ça la grande histoire et la petite histoire. Les Américains étaient donc très importants à Paris, et que ce soit Dos Passos, Fitzgerald ou Hemingway, Paris était une fête. Alors, on va revenir quand même à l'amour autant des éléphants, Ariane Bois, parce que le temps passe vite, et quand même, ces trois personnages vont finalement se retrouver d'une part à la guerre, puis à Paris, mais prendre cette décision absolument incroyable de partir vers le Kenya, sur la trace des éléphants, pour libérer un éléphant notamment, mais ça on va pas tout raconter, mais poursuivant ce qui les avait au départ unis et réunis ensuite. Oui, l'éléphant est le fil rouge en fait, est vraiment le ciment de cette histoire, et donc ils vont arriver au Kenya.
Kenya, dans une communauté d'expatriés britanniques aux mœurs très dissolues. Très libre. Et puis finalement, peut-être que cette cause de l'éléphant qui les a réunis aux États-Unis et en France, peut-être qu'en Afrique, tout éclatera. Ça me plaisait de terminer le roman par l'Afrique que j'aime tant, et puis qui était une terre de liberté incroyable en 1920. Et les trois personnages vont finalement être confrontés à leur vérité, à leur réalité. Est-ce que le trio d'amitié et d'amour va supporter le choc africain? Voilà, va survivre au choc africain. En tout cas, la question est posée. C'est un très bon roman, c'est assez déconcertant. Ça nous amène aussi un peu, comme à ton habitude, Ariane Bois, sur les grands chemins de l'histoire. Ce livre est prochainement en librairie. Tout à fait. Tout à fait. Donc on ne peut pas encore parler de son accueil. Non, mais si on peut en parler parce qu'en fait il a été envoyé à beaucoup de libraires et j'ai eu vraiment une quinzaine d'avis extrêmement positifs et même enthousiastes. Donc j'étais vraiment très contente qu'avant la publication les libraires réagissent, et puis les premiers lecteurs dont toi en ont été contents. Donc écoutez, je crois que les éléphants sont sur une piste positive. Oui, on n'a pas parlé de cirque, parce que c'est aussi, il semblerait que tu sois aussi amoureuse du cirque, Ariane. Amoureuse, en tout cas, pas amoureuse, mais en tout cas, tu aimes le cirque est au centre. J'ai aimé le cirque de mon enfance. Je suis opposée aux les animaux sauvages dans les cirques. Mais je crois que le cirque aux États-Unis a joué un rôle très important au début du siècle, et je voulais aussi rendre hommage à ce monde-là. Merci beaucoup, Ariane Bois. Je rappelle que ton roman qui s'intitule L'amour au temps des éléphants est paru aux éditions Bellefond. Merci, à très bientôt. Merci aux éditeurs. Au revoir.